Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on parlera particulièrement de la Casques. 2017 a été une année charnière pour la communauté d'Aglo et de nombreux projets se profilent à l'horizon. On fera donc le point tout à l'heure avec le président Roland Roth. Bonjour. Bonjour. Et puis, je suis sûre aussi que la question du jour va particulièrement vous intéresser. C'est Marie qui va nous dévoiler tout à l'heure les avis des internautes. Coucou Marie. Salut. Et puis, côté actu, on commence cette émission devant le commissariat de Sarreguemines. Guillaume Dumontail est sur place. Bonjour Guillaume, dis-nous, que se passe-t-il au commissariat de Sarreguemines? Bonjour Julia. Tout à l'heure, les policiers vont sortir du commissariat. Ils seront là pour manifester solennellement à l'encontre des personnes qui violentent les policiers. Donc on a bien sûr en mémoire ce qui s'est passé lors de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, où 2 policiers ont été passés à tabac. Et donc les policiers, à l'appel du syndicat Unité SGP Police, seront là pour protester contre ces violences policières qui sont trop nombreuses. Et j'espère que tout à l'heure, on aura la possibilité de parler avec un responsable du syndicat qui nous dira que les violences policières ne sont pas l'apanage de la banlieue parisienne, qu'il y a aussi de la violence ici, sur Sarreguemines, à l'encontre des policiers. Merci Guillaume. Donc effectivement, on revient vers toi dans quelques minutes. En attendant, on fait le tour de l'actu en 60 secondes. Le toit de l'église effondré, l'émotion reste forte à Mouterhouse. On pourrait dire que le ciel est tombé sur la tête de l'église à peine rénovée. Les bénévoles avaient tant œuvré, l'orgue d'une valeur patrimoniale inestimable ne jouera plus jamais. Le temps des travaux a débuté, mais la désolation reste grande. La députée à la rencontre de l'association du papier pour l'enfance. Nicole Triss a pu découvrir l'action caritative et solidaire menée. Les bénéfices du papier revendu à une structure de recyclage servent au soutien des enfants hospitalisés. Cette visite a été ponctuée par la remise officielle de 2 contrats de service civique de 8 mois. Déclin démographique en Moselle-Est, 1201 habitants en moins en un an. Les causes essentielles, le départ des jeunes et un taux de chômage très élevé. La ville de Sarreguemines a perdu 215 habitants. Elle est en partie victime d'une vie à la campagne prisée pour ses opportunités de terrain, de rachat de maisons et d'impôts locaux plus bas. Globalement, le territoire de la Casques se stabilise avec une petite perte de 70 habitants. La patinoire quitte le centre-ville. Elle faisait partie de l'attrait de la zone piétonne pendant ces quelques semaines. Patiner sur une piste en PVC est sympa, surtout pour faire ses premiers pas. Si elle a connu par moments une belle affluence, il manquait peut-être le froid de l'hiver pour apporter toutes les sensations à l'attraction. Après la tempête et la pluie, la nature retrouve son équilibre ici dans la plaine de Sarralbe. Tout était inondé samedi. Il reste encore ces quelques étendues d'eau, mais le niveau de la Sarre a bien baissé, emportant ces eaux qui ont créé tant de frayeurs aux riverains. Et les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on va pouvoir profiter d'un timide répit en matinée avec quelques trouées ici ou là. Ensuite, le ciel se charge à nouveau franchement pour l'après-midi, apportant alors quelques pluies. Côté température, les maximales iront de 6 à 8 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 10 janvier et nous fêtons les Guillaume. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h55. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Les policiers de toute la France expriment aujourd'hui leur ras-le-bol. À Sarreguemines, on va aussi manifester jeudi, cette fois pour l'avenir du tribunal. L'Ordre des avocats de Sarreguemines ainsi que le maire Céleste Lette appellent à la mobilisation générale jeudi à partir de 9h45 devant le palais de justice. Objectif, défendre le maintien du TGI de Sarreguemines qui est menacé par le projet d'adaptation de l'organisation judiciaire. Les caméras de Mosaïque seront bien sûr aussi sur place pour filmer l'événement.
Les petits se mobilisent, eux, pour la lecture et sans même s'en rendre compte. Après leur journée d'école, 10 enfants sarregueminois scolarisés en CP font 1h30 supplémentaire de lecture, mais tout en s'amusant. Au Bloberg et à la montagne supérieure, ils jouent avec les mots et en découvrent de nouveaux en compagnie d'anciens enseignants à la retraite. Guillaume Dumonteil a assisté à une séance. C'est recette. E-2-T-E, ça fait être. On a volé la recette de la maison. Le mot qu'on a découvert tout à l'heure. Galette. On a volé la recette de la galette. Comme ces 5 enfants de l'école élémentaire du Bloberg, vous venez de découvrir la phrase du jour. Elle fait référence à une succulente pâtisserie d'actualité que tout le monde aime bien retrouver dans son assiette. Découvrir une phrase sur un bandeau que l'on déroule, c'est une manière de lire originale, différente de celle que l'on pratique habituellement à l'école. Apprendre à lire en s'amusant, c'est l'objectif de l'opération Coup de pouce clé qui se déroule à Sarreguemines depuis plusieurs années à l'aide d'un financement de la commune et de l'État. Elle s'adresse à des écoliers de CP fragiles en lecture. C'est des enfants auxquels il manque ce coup de pouce pour entrer dans la lecture. Alors, le coup de pouce qui peut-être ne leur est pas fourni à la maison, où on n'a pas le temps d'accorder à ce genre d'activité. Et effectivement, je vois que certains enfants ont énormément progressé depuis qu'ils ont ce coup de pouce. 4 fois par semaine, durant des séances d'1h30, les enfants passent d'une séquence à une autre. Ils goûtent, découvrent de nouveaux mots, font le travail que leur enseignante leur a donné, ou encore, ils jouent avec les syllabes et les sons. Et ils adorent ça. J'aime découvrir des histoires et des mots. Je vais vous lire l'histoire de À la piscine. C'est une jolie journée. Lily Hugo. C'est l'association Coup de pouce clé qui a créé ces ateliers. Au niveau national, en 20 ans, elle a aidé 100 000 enfants et leurs parents. Applaudis. Elle jubile, elle est contente. Il y a quelqu'un d'autre qui aurait bien besoin d'un coup de pouce, alors pas pour la lecture, mais pour trouver un repreneur. À Sarreguemines, qui veut reprendre le Loto-Presse Lange? C'est la question que se pose quotidiennement le gérant actuel, Gilbert Lange, qui souhaite partir à la retraite. Il a baissé le prix de vente du fonds de commerce de 25%, mais il attend toujours un acheteur. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Vous êtes encore un jeune vieux. Au mois de mars, j'aurai 65 ans. Un jeune, quoi. Et j'aimerais partir à la retraite. Et ce que j'aimerais, avant de partir, c'est que ce commerce reste dans le quartier. Ce serait mon but. C'est pour ça que je l'ai mis en vente à un bon prix, pas cher. Cela fait 1 an que Gilbert Lange cherche un repreneur pour son Loto-Presse. Un commerce qu'il gère depuis 17 ans, situé au 102A rue de la Montagne, dans le quartier de l'ancien hôpital de Sarreguemines. Initialement, il cherchait à vendre son fonds de commerce 40 000 €. Il le propose aujourd'hui à 30 000. Il a publié une annonce sur Le Bon Coin et a eu quelques touches, mais rien de concret. Il y a toujours le problème nerf de la guerre. Le pognon. Puis il y a eu pas mal de curieux aussi. Gilbert Lange ne veut pas fermer son commerce pour faire valoir ses droits à la retraite. Il veut trouver un repreneur. Il est certain du potentiel de son Loto-Presse qui lui permet de dégager un bon chiffre d'affaires. Il ne se fait pas de soucis pour les finances de la personne qui rachèterait son commerce. Bien sûr qu'elle l'aura amorti, au bout de 7 ans. Aujourd'hui, au Loto-Presse Lange, on retrouve de nombreux titres de presse, le loto, des jeux de grattage, de la carterie, de la maroquinerie, des vêtements, du vin, et c'est aussi un endroit où l'on peut retirer ses colis et acheter du pain. On sort un salaire, mais ça ne suffit pas pour 2 personnes. Pour 2 personnes, il faut développer. Pourquoi pas vendre des cafés, ou des pizzas, ou encore proposer aux clients de jouer au PMU. Le champ des possibles est vaste dans ce local de 97 mètres carrés composé d'un espace de vente, de bureaux et d'annexes et qui dispose de 2 parkings à l'arrière et d'un garage, le tout pour un loyer présenté comme faible. Pour la dynamique du quartier de l'ancien hôpital, on espère que ce Loto-Presse trouvera un repreneur. Notez qu'il y a également d'autres bonnes affaires commerciales en vente dans la cité des Faïences. Voilà, affaire réglée.
C'est une tradition qui ne change pas. Tous les ans, les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement apportent quelques galettes en mairie de Sarreguemines. Charge pour la commune d'apporter les boissons. Élus, chefs de service et artisans boulangers partagent alors les fameuses galettes des rois. L'occasion leur est aussi donnée de discuter ensemble de l'avenir de la boulangerie. Thomas Drouin a assisté hier soir à ce rendez-vous annuel. Changement de décor pour la traditionnelle galette des rois offerte au maire de Sarreguemines par la corporation des patrons boulangers. Cette année, c'est le jardin d'hiver dans le musée qui accueille cette rencontre entre élus et professionnels. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, les galettes, elles, étaient toujours là. Ces retrouvailles annuelles, toutes amicales qu'elles sont, restent tout de même le moment de discuter des difficultés des boulangers. Cette année, c'est la hausse des matières premières qui est mise en avant. C'est sûr qu'on a eu pas mal de choses qui nous ont tombé dessus dans l'année 2017, c'est-à-dire l'augmentation de beaucoup de matières premières, voire doublé, voire triplé au niveau du prix d'achat, comme notamment le beurre et puis les œufs. C'était catastrophique en l'année 2017. 2018, ça devrait légèrement s'arranger, mais bon, c'est quand même nos marges qui sont impactées et puis on n'arrive pas en fait à répercuter sur le prix final aux clients. Céleste Lett est resté attentif aux difficultés ainsi présentées, tout comme aux points positifs, car tout n'est pas noir dans le monde de la boulangerie-pâtisserie. Par exemple, la boulangerie reste l'un des magasins auxquels les Français sont le plus attachés. On dit souvent que ce sont des enfants rois, mais les petits aussi savent endosser des responsabilités et surtout prendre des grandes décisions, du moins en début d'année, quand il s'agit de se fixer de bonnes résolutions. Regardez. Quelles sont tes bonnes résolutions pour 2018 ? Par rapport à l'école, ne plus bavarder et plus déranger le prof, par exemple quand il parle. Plus m'entraîner en art. Et faire mieux mes devoirs et des choses comme ça. J'ai commencé aussi à moi me battre un peu avec mon frère. Aussi bâcler un peu moins mon travail. De mieux travailler, plus s'entraîner, plus réviser. Parce que parfois je me fâche avec mes copains et maintenant rester amis et plus se fâcher, puis essayer d'avoir des histoires et avoir des bonnes notes. Parce que je me rongeais un peu les ongles, j'ai décidé d'arrêter. Et aussi de mieux me brosser les dents. Alors la première bonne résolution, c'est que à l'école je sois un peu... On va dire que j'ai de meilleures notes et que j'ai un meilleur comportement parce qu'en ce moment ça va pas trop et sinon que j'améliore mon comportement à la maison parce que mes parents ils en ont un peu marre de moi en ce moment. C'était surtout travailler un peu plus, faire un peu plus attention à ses affaires et il y a aussi plein d'autres choses. J'ai pris comme bonne résolution de faire augmenter ma moyenne au-dessus de 17,30 parce que là je suis à 16,95 et j'aimerais dire plus de mots gentils à ma maman. Et on retourne maintenant au commissariat de Sarreguemines. On devrait réussir à être en ligne avec Laurent Lévy qui est brigadier de police pour que... Laurent Lévy, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que c'était... Je voudrais que vous me disiez un petit peu... Je vous entends très bien. D'accord, alors c'est parfait. Est-ce que c'était important pour vous que le commissariat de Sarreguemines aussi se mobilise aujourd'hui comme dans toute la France ? Oui, bien sûr, on est solidaire avec tous nos collègues à l'appel de notre syndicat pour réagir par rapport aux agressions dont sont victimes les collègues régulièrement, hein, pas que uniquement la police, mais même solidaire par rapport à nos autres collègues gendarmes, les pompiers qui sont victimes également d'agressions. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour on va appeler ça une manifestation, mais pour être surtout solidaire par rapport aux agressions des collègues. Alors justement, les violences envers les forces de l'ordre semblent se banaliser et pas seulement dans les banlieues des grandes agglomérations. Quand on porte un uniforme, est-ce qu'on devient une cible? Est-ce qu'il y a un sentiment de crainte de la part des agents et de leurs familles? On le vit au quotidien, on le voit au quotidien par rapport vis-à-vis des médias. Hein, donc, du moment qu'on est policier, gendarme, qu'on porte un uniforme ou qu'on est au service de l'État, on est potentiellement une cible. Bon, il y a des différents degrés de dangerosité. Sarreguemines n'est pas comme en banlieue parisienne, forcément, mais bon, nul n'est à l'abri. Du moment qu'on a un uniforme, on peut être une cible. Et pourtant, justement, à Sarreguemines, il y a eu un incident encore ce week-end.
Oui, il y a eu un incident. Bon, c'est le quotidien du travail de nos collègues, hein, donc ils sont intervenus et ça s'est un peu mal passé. Mais bon, voilà, on est préparé à ça, on est formé pour cela. Donc effectivement, il y a eu un collègue blessé lors d'une interpellation. Mais bon, c'est notre quotidien, c'est notre travail. Malheureusement pour vous, est-ce que la population vous soutient, vous témoigne du soutien ? Oui, bien sûr, que ce soit la population ou les différentes administrations, on est soutenu. D'ailleurs, ici est présent également aujourd'hui le maire de Sarreguemines, des élus, des collègues de la police municipale et des personnes et des membres de la famille de policiers. Eh bien, Laurent Lévy, merci beaucoup pour votre intervention et bon courage, bien sûr, pour la suite. Le début de l'année, c'est la période des vœux. Roland Rauth va vous présenter les siens dans un instant et faire le point sur les projets de la communauté d'Aglo. A tout de suite. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car tout doit disparaître. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Roland Rauth, le début de l'année, c'est l'heure des bilans, c'est l'heure des projets. Alors du coup, forcément, j'ai plein de questions à vous poser, mais je sais aussi que vous teniez absolument en premier lieu à vous adresser directement aux citoyens. Oui, je profite volontiers de l'occasion que me donne Télémosaïque pour présenter mes vœux. Donc ce que je fais en souhaitant à l'ensemble des familles de notre territoire beaucoup de bonheur, de bien-être et avant tout de santé, puisque nous savons tous que cela conditionne tout le reste. Alors ces vœux s'adressent d'abord à la population de Blies-Gersuler-Blischwein. C'est à cause d'eux que je suis là. Bon, mais c'est oui. Et bon, j'ai l'habitude de passer de bons moments au quotidien avec eux dans un environnement particulièrement agréable, même s'ils ont eu quelques frayeurs en fin de semaine dernière par rapport aux inondations. Donc c'était limite. Ces vœux s'adressent aussi, bien entendu, aux familles de la communauté d'agglomération à l'échelle plus grande aujourd'hui, hein, puisque nous arrivons au terme de notre fusion, une fusion bien intégrée déjà aujourd'hui. Et puis si je prends ma casquette de président de l'Eurodistrict, eh bien j'agrandis encore un peu le cercle et je présente mes vœux à l'espace frontalier Moselle-Est-Sarre. Alors je sais, et nous savons tous en tant qu'élus, que la commune notamment a un rôle important à jouer dans la réalisation de ces souhaits, mais nous devons rester très lucides et savoir aussi qu'aujourd'hui, les communes toutes seules, même si elles sont considérées comme étant riches, ça arrive, certaines le sont, n'arrivent plus à satisfaire les attentes de ses concitoyens. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je crois toujours aussi fermement en la coopération entre communes, mais à des niveaux encore différents, comme le département, la région et l'État également. Je crois que l'efficacité passe par là et en 2018, eh bien, la communauté d'agglomération continuera à travailler dans ce sens en s'appuyant fortement sur la notion de solidarité. Alors on va en parler de 2018 et des projets de la CAF. Je voudrais qu'on revienne juste d'abord un tout petit peu sur 2017. Ça a vraiment été une année importante, une année charnière pour la communauté d'agglo, qui a fusionné avec l'ancienne CCAL, qui a donné naissance du coup à une nouvelle casque. Donc 2017, ça a été un peu l'année de transition, avec malgré tout des grands projets. Et en premier lieu, dans les concrétisations, il y a eu l'inauguration de Fayence. Oui.
Donc effectivement, je crois que l'année de transition était une année d'ailleurs difficile surtout pour notre administration, puisque nous avons dû, comme vous l'avez très bien précisé, recréer une nouvelle communauté d'agglomération avec tout ce que cela représente en matière de décisions administratives et financières. Donc là, notre personnel a totalement joué le jeu et je tiens à les remercier pour ce travail qui a été fait avec beaucoup de compétences et de savoir-faire, avec l'appui de l'État également, je crois qu'il faut le préciser. Alors le projet Faïence est un projet particulier, oui, qui a été donc inauguré au mois de mai, si je ne me trompe pas, 2017. Et c'est un projet qui démontre bien notre action en matière de protection de l'environnement. Je vous rappelle que c'est une station de distribution d'hydrogène pour des véhicules équipés, des véhicules électriques équipés en termes de prolongation d'autonomie, ce qui fait la différence entre d'autres stations de ce type, puisqu'il existe effectivement des distributeurs d'hydrogène, mais ici, l'hydrogène est produit sur place. Donc, pour nous, c'est un projet important, un projet phare, et nous allons continuer à exploiter cette stratégie, sachant qu'en 2018, nous allons d'ailleurs, dans le même esprit, remplacer nos véhicules, bennes et bus, qui roulent au diesel actuellement, par des véhicules gaz. Nous avons anticipé un peu l'augmentation du prix du gasoil. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour l'aspect un petit peu spécifiquement environnemental. Maintenant, l'un des axes principaux, primordiaux pour la communauté d'agglo, c'est l'angle économique. De ce point de vue-là, il y a eu des bonnes nouvelles, des belles réalisations aussi en 2017. Il y a eu par exemple, et ça c'était hautement symbolique pour la Casque, l'inauguration de Sauce-Meyer sur l'Europole 2. Enfin l'Europole 2, parce que vous êtes tellement battu pour le développer. D'un autre côté, si on va du côté de Grosse-Biederstroff, la zone commerciale, ça y est, on voit le bout du tunnel pour l'avenue Marchande ? Oui. Alors, d'un côté, effectivement, vous l'avez souligné, il y avait l'inauguration Sauce-Meyer qui est le symbole de la véritable naissance de l'Europole 2. Entre-temps, le Petit Forestier s'est rajouté. Donc, les choses commencent à bouger et il y en a d'autres, j'en suis convaincu. Donc, pour nous, c'est une réelle satisfaction. Sur la zone commerciale de Grosse-Blie, eh bien, les travaux touchent tout doucement à leur fin. Bon, nous savons et nous avons pu constater que cette zone n'était pas particulièrement attrayante pour des raisons multiples et surtout par le fait que les implantations se sont faites de façon un peu désordonnée. Aujourd'hui, nous essayons de rectifier tout cela, nous essayons d'améliorer l'attractivité de ce site. Nous avons fait l'acquisition de certaines parcelles également qui peuvent permettre demain une petite extension de la zone. Donc sur le plan commercial, je pense que c'est une opération intéressante. Et puis à Sarreguemines, c'est la fin des soucis aussi, a priori, avec l'abattoir qui a enfin trouvé un repreneur en 2017. Ça, on en a beaucoup parlé. On avait fait pas mal de reportages pour montrer comment ça se passait, expliquer tout ça. Et puis, autre très bonne nouvelle économique en 2017, et sans aucun doute la meilleure, l'annonce de Smart. Je vous propose de peut-être plutôt revenir sur ce point-là. Sur le point de la Smart, mais je voudrais néanmoins revenir en quelques secondes sur l'abattoir, parce que je ne sais pas si on a vraiment mesuré l'importance de cette opération, puisque bon, c'est quand même relativement rare de voir une collectivité s'engager d'abord dans l'acquisition d'un équipement suite à une liquidation. Bon, je crois que c'est déjà le premier point. Ensuite, remettre cet outil industriel en route.
de façon directe par la collectivité, par la création d'une société destinée à cela, et ensuite, au bout d'une année de fonctionnement, revendre ça à un professionnel. Je crois que cette démarche est assez unique et démontre là aussi, je dirais, notre volonté d'être présent sur le terrain économique et d'accompagner les opérations qui nous semblent utiles dans ce domaine. Je préciserai quand même que de 0 emploi, puisque l'équipement était fermé, nous avons aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, les dernières 35 personnes qui travaillent dans cet abattoir à ce jour. Et ce n'est pas fini. Donc ça, c'était un petit point que je voulais faire sur l'abattoir. Par rapport à l'annonce de la Smart, bien entendu, c'est une excellente nouvelle pour le territoire parce que nous sentons une garantie de pérennité pour ce site qui est toujours exposé à un certain nombre d'interrogations. On ne sait pas si le véhicule marche ou s'il ne marche pas sur le plan commercial. Il a bien marché jusqu'ici. D'ailleurs, ils ont fêté leur 20e anniversaire il y a pas longtemps, toujours en 2017. Donc de ce côté-là, eh bien, on a pu être rassuré, même si en début de production, on tirait à boulet rouge sur ce véhicule, estimant que ce n'était pas une voiture, c'était plutôt un gadget. Je me souviens de certains propos qui étaient tenus à l'époque. Aujourd'hui, ils ont démontré l'inverse. Ils passent maintenant au tout électrique, ce qui est certainement une bonne chose, et rajoutent d'autres activités sur leur site qui, à mon avis, permettront de pérenniser le site sur une certaine durée. Nous allons les accompagner là aussi, puisque nous venons de faire l'acquisition de la voie ferrée entre Hambach et Sarralbe, ce qui facilitera l'approvisionnement en pièces pour le montage de ce futur véhicule qui sera monté à Hambach. Alors justement, on va parler de l'avenir. 2018, ça va encore un peu être une année de transition avec cette fusion et cette nouvelle communauté d'agglos. Il y a beaucoup de choses malgré tout qui doivent se décider là dans les tout prochains temps. Si on regarde d'un point de vue équipement sportif et loisirs, il y a par exemple un très gros projet qui devrait se décider au niveau du centre nautique communautaire de Sarreguemines. Ça va bouger aussi encore du côté du golf. Et puis, il y a un très gros chantier qui va commencer, là c'est au quartier Gentil, l'ancienne gendarmerie mobile, un grand gymnase qui va voir le jour, alors peut-être pas là déjà en 2018, mais en tout cas les premiers travaux devraient commencer là, cette année. Oui, tout à fait. Bon, sur ces 3 projets, effectivement, nous en sommes à des stades un peu différents. La piscine, par exemple, bon, le projet n'est pas totalement mûr. Il a fait l'objet d'une réflexion approfondie, mais il reste des questions auxquelles nous n'avons pas encore réponse. C'est toujours très difficile de transformer un bâtiment de telle manière à ce qu'on puisse encore apporter des services supplémentaires. Il serait plus facile de construire une piscine neuve, certainement, que de réfléchir à ce type de transformation. Donc il y a encore quelques inconnus. Sur le site du quartier Gentil, le complexe, qui est un complexe qui doit être performant, très performant à terme, est à l'étude. Donc nous avons des idées relativement précises sur son utilisation. Par contre, le bâtiment n'est pas finalisé sur le papier pour l'instant. Par contre, la démolition devrait démarrer dans les semaines à venir
pour que nous puissions nous créer l'espace nécessaire à la construction de ce bâtiment, avec les parkings qui doivent forcément être réalisés autour. Et puis il y a le golf qui finalement se trouve dans une situation un peu identique à celle de l'abattoir que j'évoquais tout à l'heure, puisque nous avons fait cette acquisition non pas par passion pour le golf, c'est un sport comme un autre que nous respectons bien entendu, mais pour pouvoir sauver cet équipement qui existe, parce qu'on sait pertinemment qu'un golf qui n'est pas entretenu sur une période très courte va se dégrader et sera inutilisable. Donc nous avons agi en 2017 sur les espaces verts. Nous sommes en train de construire un hall pour abriter les machines aujourd'hui, et d'autres projets suivront. Il faudra finalement en déterminer l'ordre de priorité, puisque bon, il y a des choses à faire. Autre projet, cette fois pour les petits, les plus petits, la crèche transfrontalière, ça y est, c'est sûr, les fonds ont été débloqués, elle devrait se faire. Elle devrait se faire, oui. Nous avons eu l'accord pour obtenir des fonds européens, ce qui était très important pour nous, puisque c'est une aide très conséquente que nous attendons. Je rappelle que cette crèche sera réalisée en partenariat avec la ville de Sarrebruck et pourra accueillir des enfants de nationalité française ou de nationalité allemande, avec du personnel aussi français et allemand. Donc c'est vraiment... Il est défini maintenant ? Pardon ? Le lieu de cette crèche transfrontalière ? Ce sera probablement du côté allemand, à Güdingen, donc très près de la frontière à Groesbeek. Notamment, bon, nous avons fait un petit test sur la route. Le déplacement pour des gens de Groesbeek, par exemple, représente un petit quart d'heure, 20 minutes éventuellement, pour arriver à cet équipement. Il s'agit, je le précise là aussi, du deuxième projet de ce type en France. Il n'y a qu'une crèche binationale, si on peut appeler ça ainsi. Elle est à Strasbourg actuellement et elle fonctionne très bien. Nous avons eu l'occasion de la visiter. C'est quelque chose de très intéressant dans le domaine de l'apprentissage de la langue, notamment, puisque l'objectif, c'est celui-là. Il reste un point d'interrogation, c'est à la sortie de cette crèche, comment allons-nous organiser les choses pour que ces enfants puissent, dans la continuité, pratiquer cette double langue. Il faudra au fur et à mesure construire la suite. Tout à fait. Côté écologie aussi, un nouveau projet, et alors cette fois un peu révolutionnaire dans le secteur, un champ photovoltaïque. Oui. Bon, il n'est pas tellement nouveau que ça, puisque nous avions déjà un projet du même type, au même endroit d'ailleurs, à l'époque où on a discuté dans Brégy. Donc c'est Direct Énergie d'ailleurs qui nous a aidés à aller dans ce sens. C'est l'installation effectivement d'un champ photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Faux-Persuillaire. Donc c'est un espace relativement étendu qui demande à être surveillé d'ailleurs et qui l'est sur une trentaine d'années. On ne peut pas en faire autre chose, donc c'est un espace qui se prête particulièrement bien à ce type d'équipement. Et nous souhaitons effectivement remettre ce projet sur la table, et nous avons déjà passé par une consultation, donc les choses se précisent. Je pense que nous irons dans ce sens. En 2018, il va se passer beaucoup de choses. C'est encore un peu une année charnière avec les nouvelles compétences réellement mises en place au niveau de la communauté d'agglo. Il y a notamment l'assainissement dans sa globalité, cette fois. Et puis il y a aussi cette saison, vous en parliez tout à l'heure en évoquant Bisgarswiller, par rapport aux inondations, GEMAPI. Tout à fait. Tout à fait. Bon, nos statuts viennent d'être validés, les nouveaux statuts, puisqu'il en fallait. On parlait de création d'une nouvelle communauté d'agglomération. Donc ces statuts ont été validés au mois de décembre dernier. Nous pouvons donc à présent
travailler en partenariat avec l'ensemble des collègues pour faire avancer le territoire. Il y a des nouveautés, donc l'assainissement sera pratiqué de façon globale. Jusqu'ici, donc c'était le traitement et le transport des eaux usées. On a rajouté la collecte, donc nous avons à charge l'assainissement de façon globale. Et pour la GEMAPI, GEMAPI c'est un terme un peu particulier, hein, qu'on a du mal à comprendre. En réalité, il s'agit de la gestion des milieux aquatiques et de tout ce qui est lié à la prévention des inondations. Donc je crois que c'est un rôle important que l'agglo pratiquait déjà, mais qu'en partie jusqu'ici, et qui va prendre de l'importance demain. Il va se passer énormément de choses, on le voit, on n'a évidemment pas le temps de tout détailler aujourd'hui. En plus, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, ces projets qui vont petit à petit se concrétiser. Donc il va falloir que vous reveniez pour nous en parler au fur et à mesure, parce qu'on va passer maintenant à la question du jour, mais vous allez voir qu'elle vous intéresse aussi, parce que la communauté d'agglomération s'est aussi mobilisée dans ce domaine. Regardez. Le covoiturage est presque devenu une habitude pour voyager moins cher, d'autant plus que les aires de covoiturage se font de plus en plus nombreuses. Est-ce que c'est une solution que vous avez déjà utilisée? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Marie, est-ce que nos internautes sont des adeptes du covoiturage? Il y en a certains, oui. Il y a NJ qui fait du covoiturage au quotidien. Laura nous a répondu « Je n'ai jamais fait de covoiturage, mais j'en connais beaucoup qui le font et pour eux, c'est que du positif. » Alors c'est vrai, le covoiturage est une solution qui se démocratise de plus en plus. Et sur le territoire de la Casque, il y a d'ailleurs une aire de covoiturage à Ambar. Et vous me disiez tout à l'heure vous réfléchissiez à d'autres projets d'aires de covoiturage. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'effectivement, c'est une excellente solution. Le covoiturage est une façon de réduire les frais, d'ailleurs, pour tous ceux qui pratiquent ce principe. Et c'est profitable, bien entendu, à l'environnement. Je crois que dans cet esprit-là, nous souhaitons favoriser le covoiturage. Nous avons réalisé cette aire à Ambar qui très rapidement est complète. D'ailleurs, quand je passe devant, je vois qu'il y a énormément de véhicules qui sont stationnés. Donc, nous sommes en train de réfléchir à d'autres sites, des sites en matière de stratégie géographique bien placée qui pourraient servir aux adeptes du covoiturage demain. Alors Méga René qui nous rappelle que le covoiturage ça ne date pas d'hier. Il nous a répondu « Nous en avions fait dans les années 80 pour nous rendre au travail et dans les années 90 pour suivre une formation de 2 ans sur Nancy. Ce n'est rien de nouveau. En revanche, vu le prix de l'essence de nos jours, cela se développe de plus en plus. Côté écologique, il est certain que c'est un avantage. Mais il se pose une autre question. Qu'en est-il de l'indemnité kilométrique pour se rendre au travail ?» Et là c'est Martial qui lui a répondu « L'indemnité kilométrique n'est possible que si tu roules avec ton véhicule. Quand tu es passager, tu ne peux pas prétendre à des indemnités. » Alors effectivement, pour la prise en charge des indemnités kilométriques, le salarié doit être contraint d'utiliser son véhicule personnel. Et il y a Laurent aussi qui, lui, nous a répondu « Avant, on faisait du stop encore moins cher, mais de nos jours, trop de fous, de psychopathes et autres cinglés. » Alors c'est vrai que le covoiturage, c'est un peu plus rassurant. Il y a différents sites où on peut programmer son voyage, choisir son conducteur, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus sécurisé de ce point de vue-là. Il y a Seb qui a une autre solution qui est plus écologique. Et pourquoi ne pas tout bêtement arrêter de travailler et profiter, comme beaucoup, des avantages de la France, à privilégier les fainéants. Ça fera moins de pollution et c'est pour une bonne cause, mais je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure solution pour tout le monde. Et enfin, François lui fait référence à une mesure du Premier ministre Édouard Philippe, les limitations de vitesse sur les routes qui passeraient de 90 à 80 km/h. D'ailleurs, il devrait l'annoncer aujourd'hui lors d'une réunion interministérielle. Et notre internaute François nous a écrit « À 80 km/h, je préfère le vélo ». Alors, Roland Roth, est-ce que vous êtes un adepte du covoiturage, par exemple, pour vous rendre à des réunions ?
Bon, pourquoi pas? Bon, c'est difficile à mettre en œuvre, bien entendu, mais si ça peut se faire, d'ailleurs, très souvent, quand je me déplace avec mes collègues, nous donnons rendez-vous sur le parking ici, à l'hôtel de l'Aiglo, et puis nous partons ensemble. Et au retour, chacun reprend sa petite route pour revenir dans son village. Donc, de façon indirecte et toute naturelle, nous le pratiquons. Et ça me semble être sensé quand même, parce que bon, plutôt que de se déplacer à 4 voitures, eh bien, une voiture pour 4 personnes, ça suffit. Et c'est sans doute la bonne résolution à prendre pour tous en 2018, c'est faire plus de covoiturage, puisqu'on parlait tout à l'heure de bonnes résolutions. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, et puis on vous souhaite encore une très bonne année. Merci à vous. Merci Marie, et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.